La dénonciation est tombée en début de soirée du 23 octobre. Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier pour le Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, affirme être la cible d'un projet d'attaque. Ces mots, simples en apparence, portent le poids d'une inquiétude profonde. Et ils résonnent d'autant plus fort qu'ils proviennent d'un homme qui revendique sa victoire au scrutin du 12 octobre. Pour une chaîne comme la nôtre, qui s'adresse à un public africain avide d'informations fiables et d'analyses, il est indispensable de décortiquer chaque élément de cette déclaration, d'en explorer les possibles implications et de replacer l'événement dans son contexte politique, social et historique. Issa Chiroma Bakary a déclaré « J'entends dire, et je reçois des informations, qu'un assaut musclé se prépare contre moi. » C'est une phrase qui appelle 3 réflexions immédiates. D'abord, la source et la nature des informations reçues. Qui les a transmises? S'agit-il de renseignements d'origine gouvernementale, de rapports de sympathisants, d'observateurs locaux ou d'une rumeur amplifiée? Ensuite, le terme « assaut musclé » lui-même. Il suggère une action violente, organisée et potentiellement armée. Enfin, le fait que cette dénonciation soit publique, la rendre publique, transforme la menace supposée en un acte politique. Un signal lancé au soutien, aux adversaires et à la communauté internationale. Le candidat soutenu par l'Union pour le changement n'a pas détaillé la nature exacte de l'attaque dont il se dit la cible. Ce silence sur les modalités, date, lieu, exécutant, moyens, peut être interprété de plusieurs façons. Il peut traduire un souci de sécurité. Divulguer des informations précises pourrait compromettre des sources ou faciliter l'action de ceux qui l'accusent. Il peut aussi être une stratégie politique, laisser planer l'ombre d'un danger sans en donner les preuves précises, et parfois utilisé pour mobiliser un électorat, attirer l'attention médiatique ou mettre la pression sur les institutions censées protéger les citoyens. Dans tous les cas, pour un journaliste, ce flou réclame vigilance. Annoncer une agression ou une tentative d'agression sans éléments vérifiables exige que l'on précise immédiatement au public ce qui relève d'allégations et ce qui est avéré. Au cœur de sa déclaration, Issa Chiroma Bakary pose un principe. Un assaut ne peut être lancé contre le peuple qui réclame sa victoire. Il y a là une logique rhétorique classique mais puissante. Il associe sa personne au peuple et la protection de sa personne à la protection de la volonté populaire. En politique, confondre la figure du leader et la volonté du peuple est une stratégie visant à légitimer toute réaction comme défense d'un mandat populaire. Mais cela soulève aussi des questions démocratiques. Qui est habilité à interdire une action de l'État ou de ses forces de sécurité au nom du peuple ? Et quand un leader revendique la victoire avant que les institutions compétentes n'aient certifié les résultats, comment garantir un débat apaisé et l'exercice du droit à contester sans sombrer dans la violence? Cette fois, vous ne passerez pas, a prévenu le candidat, qui continue de revendiquer sa victoire au terme de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ce type d'avertissement, direct et sans ambiguïté, vise clairement des adversaires, qu'ils soient internes au pouvoir, groupes armés, ou acteurs externes tentant d'influencer la scène politique. C'est une manière de dire, la contestation ne restera pas sans réponse. Mais attention, dans des contextes où les tensions sont élevées, ce langage peut courir le risque d'enflammer davantage les passions. Pour une société fragilisée, chaque mot peut contribuer soit à la désescalade, soit à la montée des tensions. Les responsables politiques ont donc une responsabilité particulière lorsqu'ils prennent la parole publiquement. Il est essentiel aussi de replacer cette prise de parole dans le climat post-électoral. Les élections, surtout lorsqu'elles sont disputées, laissent souvent des traces. Contestations juridiques, manifestations de rue, recours internationaux et parfois violences sporadiques. Les revendications de victoire non reconnues par d'autres acteurs peuvent cristalliser des fractures sociales. Quand un candidat affirme avoir gagné et que l'État ou d'autres partis contestent cette affirmation, la situation devient un champ de bataille symbolique. La légitimité est revendiquée et disputée en même temps. Cela nourrit la défiance envers les institutions, ce qui peut avoir des conséquences durables sur la cohésion nationale. La façon dont les autorités et les institutions chargées d'assurer la sécurité réagiront à cette dénonciation sera déterminante. S'il existe des preuves crédibles d'un complot ou d'un projet d'attaque, l'obligation de l'État est de les enquêter et, si besoin, d'intervenir pour protéger toutes les personnes en danger, y compris les acteurs politiques. A l'inverse,
Si la menace révèle surtout une stratégie de communication destinée à galvaniser un électorat, la réponse politique et judiciaire devra, elle aussi, être proportionnée, transparente et respectueuse de l'état de droit. La confiance du public dépendra largement de la manière dont ces faits seront traités publiquement. Enquêtes ouvertes, communication régulière et sanctuarisation des moyens de preuve. Un autre angle à considérer est l'effet sur la population. Lorsque des dirigeants évoquent une menace contre leur personne et l'assimilent à une attaque contre le peuple, cela peut inciter des mobilisations spontanées. Marches de soutien, rassemblements ou, dans les pires scénarios, affrontements. Ceux qui entendent l'appel peuvent se sentir légitimés à agir, parfois au-delà du cadre légal. Pour la sécurité collective, il est donc crucial que les appels au calme et au respect des lois soient relayés de manière proactive par tous les acteurs responsables, leaders d'opinion, organisations civiles et médias, afin d'éviter une escalade incontrôlée. Le rôle des médias dans ce contexte est double. D'une part, il faut relayer l'information rapidement pour que le public soit informé. D'autre part, il faut la traiter avec rigueur, vérifier, contextualiser et éviter de relayer des rumeurs non vérifiées. Les médias ont le pouvoir de tempérer les peurs, mais aussi de les amplifier. Une information publiée sans vérification peut provoquer des vagues d'inquiétude inutiles ou même déclencher des réactions en chaîne. A l'inverse, un silence total ou une minimisation des propos peut être perçu comme une connivence ou une censure. Notre responsabilité est donc d'équilibrer rapidité et véracité. Il faut aussi examiner les implications juridiques. Dans un état de droit, toute accusation d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'un individu, surtout lorsqu'il s'agit d'un acteur politique, doit donner lieu à une plainte, à une ouverture d'enquête et, le cas échéant, à des poursuites contre les auteurs. Si Issa Chiroma Bakary détient des éléments concrets, il est dans son intérêt et dans l'intérêt de la transparence démocratique de les porter devant les autorités compétentes. Si, en revanche, il ne dispose pas de preuves tangibles, il court le risque d'alimenter des suspicions sans fondement qui fragilisent davantage le débat public. L'histoire politique du Cameroun montre que les tensions post-électorales ne sont pas une nouveauté. Les dynamiques de pouvoir, les questions de légitimité et la gestion des divergences ont souvent été des éléments centraux des cycles politiques. Comprendre cette histoire aide à décrypter les enjeux contemporains, les alliances, les fractures régionales, les enjeux ethniques ou économiques et la manière dont les institutions ont évolué, ou pas, pour gérer les conflits. Sans tomber dans le déterminisme historique, il est utile de garder en tête que chaque déclaration politique s'inscrit dans un récit national plus large. La dimension internationale doit elle aussi être prise en compte. La communauté internationale suit souvent de près les élections et leurs suites, notamment en matière de respect des droits civiques et politiques. Des déclarations d'attaque présumées contre un candidat peuvent provoquer des réactions diplomatiques, demandes d'enquête, appel au calme ou pression pour une résolution pacifique. Les organisations internationales et les États partenaires peuvent jouer un rôle de médiateur ou d'observateur, mais leur influence dépendra de leurs intérêts et de leur crédibilité auprès des acteurs locaux. Pour la crédibilité du processus politique, il est souvent souhaitable que des observateurs indépendants puissent attester de la conformité des procédures et documenter les incidents éventuels. L'électeur ordinaire, lui, se pose des questions pratiques et existentielles. À qui faire confiance ? Comment protéger sa famille en cas de montée des tensions ? Où trouver des informations fiables ? Dans ces moments, la société civile et les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle primordial. Informer, accompagner, proposer des espaces de dialogue et veiller au respect des droits fondamentaux. Les campagnes d'éducation civique et les initiatives de médiation locale s'avèrent souvent salvatrices quand la méfiance entre communautés commence à monter. Il est également crucial d'analyser les motivations possibles derrière une telle dénonciation. Est-elle motivée par un calcul électoral visant à créer un sentiment d'injustice et de mobilisation ? Est-elle une tentative de faire pression sur les institutions pour qu'elles reconnaissent un résultat ? Ou est-ce une réaction authentique face à des menaces documentées ? Sans preuve, toutes ces hypothèses restent ouvertes, mais les conséquences de chacune sont différentes. La première peut conduire à une polarisation accrue. La seconde à une remise en question des mécanismes de validation des élections. La troisième exige une protection renforcée et des sanctions si des auteurs sont identifiés. Quand un candidat proclame « rendez-vous compte que vous avez perdu », plus vous résistez, plus votre chute sera pitoyable, il adresse un avertissement aux acteurs qu'il considère responsables de la perte. Le ton est accusateur,
presque prophétique. Dans un débat démocratique sain, lorsqu'un candidat estime avoir été volé, il y a des voies légales et institutionnelles pour contester. Recours électoraux, appel aux juridictions compétentes, requête auprès des organes de supervision électorale. L'appel à la mobilisation populaire peut être compris, mais il doit rester non violent et respectueux des procédures si l'on veut préserver la stabilité et l'équité. Pour les créateurs de contenu et les journalistes qui couvrent cette affaire, la ligne éditoriale doit rester claire. Informer sans instrumenter, enquêter sans parti pris et donner la parole à toutes les parties impliquées. Interroger les responsables politiques, demander des comptes aux institutions compétentes et écouter les citoyens sur le terrain, voilà des étapes indispensables. Le public mérite des reportages qui expliquent ce qui est connu, ce qui est allégué et ce qui reste à vérifier, plutôt que des narrations simplistes qui confondent faits et opinions. Il est aussi opportun de rappeler que la sécurité des acteurs politiques n'est pas un luxe, mais une nécessité pour la démocratie. Les candidats, comme tous les citoyens, ont droit à la protection contre la violence et les intimidations. Mais la protection doit être assurée de manière impartiale et respectueuse des libertés publiques. Si des menaces existent, elles doivent être neutralisées dans le respect de la loi et les responsables tenus pour compte. Cela renforce la confiance dans l'État et évite que la justice soit perçue comme un instrument au service d'intérêts particuliers. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisageables. Le signal d'alerte pourrait déclencher une enquête rapide qui aboutira à des preuves tangibles et des poursuites. Ou alors, l'alerte restera sans suite, alimentant les théories et la colère. Enfin, la situation pourrait s'envenimer si des acteurs décident de recourir à la force. Pour que la transition vers l'un ou l'autre scénario soit gérée au mieux, la transparence, la communication régulière des autorités et l'engagement des acteurs civils sont indispensables. Ce qui doit retenir l'attention de l'audience, c'est la nécessité d'exiger des preuves et des réponses. La démocratie ne se construit pas sur des rumeurs, mais sur des faits établis, des mécanismes transparents et la responsabilité des acteurs. Si les allégations d'attaque sont fondées, il faut agir. Si elles sont infondées, il est tout aussi crucial de le démontrer pour éviter que des accusations non vérifiées ne fassent davantage de mal au tissu social. Enfin, notre responsabilité collective en tant que citoyens et acteurs médiatiques est de favoriser le dialogue plutôt que l'antagonisme. Appeler au respect des lois, promouvoir la médiation, soutenir les enquêtes indépendantes et encourager la participation citoyenne sont autant de gestes concrets pour préserver la paix sociale et la confiance dans le processus électoral. Les voix qui appellent au calme et à la raison doivent trouver un écho plus fort que celles qui attisent la division. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette affaire en cherchant à vérifier chaque information, à donner la parole à toutes les parties et à expliquer au public ce que signifient ces développements pour l'avenir politique du pays. Entre-temps, il est primordial que chacun garde à l'esprit l'importance du respect de la légalité, de la protection des personnes et du dialogue citoyen. La démocratie est fragile, elle se nourrit de vérité, d'institutions crédibles et de responsabilités partagées. Dans ce moment de tension potentielle, ces principes doivent guider l'action collective.